Professeur Pius Ondoa, bonjour une fois de plus. Bonjour. Merci d'accepter de poursuivre cet échange autour de la problématique du développement, une problématique qui a été suffisamment travaillée dans les 4 tomes de ce massif intitulé « Existence et valeurs ». Professeur, tout à l'heure nous discutions de la question des idéologies. On peut la mettre en lien avec la problématique du développement. Comment la philosophie peut-elle faire pour échapper à ces idéologies, le libéralisme, le développementalisme, le collectivisme, ça c'est sur le domaine économique. Et sur le domaine politique, le pluralisme, la démocratie, qui s'apparentent aujourd'hui comme autant de camisoles de force desquelles les peuples veulent se détacher. Professeur, quel est l'impact de ces idéologies sur le modèle de développement? Le développement pour vous, est-ce qu'il y a un développement qui soit un développement universel ou le développement est une réalité qui est située? Je vous remercie. Je crois que nous devons partir d'une, pour moi, une vérité fondamentale. Le développement ne peut être qu'une gestion différentielle, n'est-ce pas, du réel de société à société. Ce qui signifie que le modèle du développement devrait émerger, n'est-ce pas, de la société elle-même qui se développe, d'une part, et deuxièmement, qu'il n'y a pas à imposer de l'extérieur, de manière extrinsèque, un modèle en fonction de visées, d'options, d'objectifs qui n'émergeraient pas de la société elle-même. Or, ce à quoi on a affaire, c'est que la plupart des modèles qui ont été ou qui sont postés, qui nous sont présentés, ne sont pas des modèles ni émergents de notre propre société, ni téléologisant les intérêts de cette société. Ce n'est pas des développements autocentrés, comme on appelait autrefois. Mais autrefois, là, autocentré, ça voulait dire ce que ça voulait dire. C'était extrêmement positif. Autocentré, première chose, les sujets sont eux-mêmes ceux qui conçoivent, qui modélisent leur développement, qui le mettent en mouvement, parce que ce modèle-là vise à réaliser leurs intérêts à eux. Or, le modèle en fonction duquel nous fonctionnons, je m'excuse de la tautologie, mais ce modèle-là, il émerge de nous-mêmes. Depuis combien de temps on nous amène à dire que non, il n'y a qu'un seul modèle qui finalement maintenant s'est imposé au monde entier, le modèle libéral, économique, bourgeois et tout. Et je ne pense pas que toutes les sociétés soient réceptives à ce modèle. Elles ne sont pas réceptives, et la preuve, on le leur impose. Ce sont les rapports de force de la mondialisation actuelle qui imposent ce modèle-là, qui ne peut pas être affirmé comme étant le modèle le meilleur possible, le modèle absolu. Encore que cette affirmation soit elle-même paradoxale, parce que étant le meilleur absolu, mais créant non pas forcément le mieux absolu, mais la possibilité du néant absolu. Il y a là un problème que le philosophe ne peut pas prendre en charge. Donc, même par rapport aux idéologies politiques, économiques, par rapport à la gestion du développement, il y a que le philosophe à prendre la parole, d'une part, à interroger le modèle existant et à essayer d'infléchir ce modèle, si cela est possible, ne serait-ce qu'en indiquant ces indicateurs, comme je l'ai fait, et c'était à la suite
d'ailleurs de la thèse de troisième cycle, qui était intitulée Rationalité technologique et problématique africaine du développement. Est-ce que le modèle africain ne peut pas émerger de l'Afrique elle-même? Sommes-nous obligés de récupérer? Mais en récupérant, il n'y a pas de neutralité possible. Leur modèle, c'est leur modèle. Le modèle en fonction duquel nous devons vivre devrait a priori être le nôtre. Sauf pour nous à accepter notre propre négation en intégrant sans résistance ni réticence, n'est-ce pas, ce modèle-là. On peut l'infléchir. Ce n'est pas seulement le modèle de développement matériel au sens de la technoscience et autres, mais c'est le modèle même de la affirmation de l'humain. Parce qu'il n'y a pas de modèle économique sans modèle ou vision de l'homme. Alors, si nous reprenons une vision de l'homme qui n'est pas la nôtre, parce que, bon, on nous a dit, est-ce que nous avons même une pensée philosophique? Nous sommes dans la pensée sauvage. Donc, nous allons arriver sur cette problématique justement tout à l'heure. Professeur, la démocratie pour vous, est-ce un système, un régime, une idéologie? Parce que selon qu'on répond que c'est un système, il peut être dupliqué, il peut être répliqué. La démocratie de la Grèce antique peut devenir la démocratie de l'Égypte d'aujourd'hui, de la France d'aujourd'hui. Pour vous, la démocratie, c'est un système qu'on peut répliquer, ou bien la démocratie, aussi comme le développement, a besoin d'une forme d'endogénéisation? Si oui, est-ce qu'il y a des principes clés sans lesquels on ne peut pas entendre la démocratie? Je crois que le concept de vision de l'homme est primé. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on puisse parler de démocratie? Ou alors, qu'est-ce qui, lorsque cela est absent, amène à ne pas pouvoir parler de démocratie? Première chose, la position affirmative de l'homme comme valeur. Mais comment se vit cette affirmation-là? Est-ce que c'est absolument de la manière dont la Grèce antique l'a vécu, dont la démocratie populaire des pays de l'ex-bloc, n'est-ce pas, vivait? Est-ce la démocratie forcément libérale, hein, telle qu'elle fonctionne dans les pays dits libres? Le monde est libre. Est-ce cela? Il me semble que ça ne peut pas être un système figé qui serait donc à imposer de l'extérieur à toute société possible. Par contre, la réaffirmation de l'homme, si on part de là et que la collectivité, n'est-ce pas, s'organise pour faire émerger sa propre vision de la démocratie, il n'y a absolument personne qui puisse dire ça, ce n'est pas démocratique. Or, la démocratie, c'est... Voyez vous-même, n'est-ce pas, la dérive libertaire de ce qu'on pourrait appeler la démocratie libérale, la dérive libertaire. Mais précisément, le libertarisme tue la liberté et finalement tue l'homme. Lorsque quelqu'un pense qu'il peut faire tout et que sa liberté, il ne la conçoit pas comme devant s'arrêter, l'expression de sa liberté devant s'arrêter devant l'expression de l'autre, pour qu'on ait convergence de notre propre expression de liberté collective. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a donc pas de modèle absolu qu'on puisse venir nous imposer. Il n'y en a pas. Et vous voyez que lorsque, je le disais, le libertinage, n'est-ce pas, prend le pas sur la norme ou la normativité transcendantale essentielle, c'est-à-dire à finalité valorielle de l'homme.
il y a un danger. Et ça n'est pas la démocratie. Est-ce pour ça que vous parlez de l'irrationnelle rationalité, professeur? L'irrationnelle rationalité, oui et non, ce n'est pas d'abord cela. L'irrationnelle rationalité, c'est que, d'une part, la rationalité positiviste, c'est cru la seule possible. Elle se refuse à toute mise en examen. Donc, elle est absolue. Mais ceux qui, finalement, ne sont pas dans cette rationalité positiviste et instrumentale, ou du moins qui pondèrent, parce qu'il y a des zones de réflexion que cette rationalité positiviste n'arrive pas, n'est-ce pas, à éclairer. À éclairer. Est-ce que cette rationalité ne devient pas elle-même irrationnelle de ne pas connaître et de ne pas essayer de maîtriser ce qu'ils appellent l'irrationnel? Le non-rationnel, c'est quoi? C'est ce qui, finalement, ne fonctionne pas selon les schémas, n'est-ce pas, du tiers-exclu, de la non-contradiction. Mais il peut y avoir, n'est-ce pas, des horizons de réalité qui ne fonctionnent pas en respect de ces principes. Créant aussi des horizons de rationalité. Mais oui, que les autres prendraient pour irrationnels. Ouais. Et justement, ne pas reconnaître ces nouveaux horizons de rationalité fait que la rationalité positiviste devienne elle-même irrationnelle. Mais pas seulement au niveau théorique, mais au niveau aussi existentiel et pratique. C'est-à-dire que lorsque elle ne permet pas la remise en cause, n'est-ce pas, de cette puissance qu'elle a créée et qu'elle pose comme absolue, comme valeur indépassable, il y a là quelque chose qui ne marche pas. Et on ne peut qu'interroger ce type de rationalité qui finalement peut amener l'homme lui-même, n'est-ce pas, à être instrumentalisé au même titre que les choses, à ne pas émerger comme émergeant de la choséité, s'il faut appeler ça comme cela, comme différence ontologique par rapport au réel, au point où on ne puisse pas penser gérer l'homme en fonction des cadres ou des principes qui sont utilisés pour la gestion de la réalité, de la matière et autres. Et parce qu'il y a cette essence de l'humain qui est fondamentale. Nous avons des collègues qui, ça c'est l'irrationnel, ça c'est absolument le magico-religieux, moi je suis... c'est l'intolérance. Dans la mesure où, ok, si je me réalise dans cet horizon-là, il ne faut pas le nier. Ce n'est pas parce que vous ne le connaissez pas que vous devez le nier. Ce n'est même pas sérieux. Mais deux, vous ne pouvez pas m'imposer votre seul horizon comme étant le seul et l'indépassable horizon. Sans que moi aussi je veuille vous imposer le mien. Tolérance oblige. Ouverture oblige. L'essentiel, c'est la réalisation de soi. L'irrationnelle et la rationalité, je crois que vous avez vu, j'avais sorti ça déjà dans le cadre de la réflexion même sur la typologie du développement. Est-ce qu'il est rationnel qu'un développement se considère comme devant détruire nos cadres existentiels? N'y a-t-il pas là une irrationalité de la raison pratique et de la raison praxique, n'est-ce pas, techno-scientifique? Il n'y a pas une irrationalité de penser qu'à partir de cette raison-là, nous allons maintenant détruire ou développer en détruisant. Il n'y a pas là une irrationalité, mais une irrationalité dangereusement attentatoire justement à l'essence de l'humain. Et est-ce que ce n'est pas ce qui est pris en compte désormais dans le cadre
du développement durable, n'est-ce pas, l'ONU, toutes les sociétés sont désormais conscientes mais il y a danger, n'est-ce pas, de faire en sorte que on ne puisse pas prendre en compte les dangers de l'instrumentalisme. Donc, je crois que nous avons beaucoup à faire pour les philosophes. Professeur, au-delà de la querelle sur l'ethnophilosophie, philosophie africaine ou philosophie en Afrique? Bon, moi, je ne sais pas. Y a-t-il une philosophie africaine? Il y a... Et que mettrait donc dans un tel vase la philosophie africaine? Bon, la première chose, c'est de considérer d'abord l'homme africain comme pouvant philosopher. Ouais, je crois que de ce point de vue, on est d'accord. On devrait être... Bon, non, on n'est pas... Tout le monde n'est pas d'accord parce que précisément, la querelle est venue du fait que on a pensé que la philosophie était réservée. C'était un apanage occidental. Voilà. Et donc, d'abord, nous n'en avions pas, nous n'étions pas capables, du fait de notre mentalité prélogique, n'est-ce pas, d'arriver à philosopher. Or, la philosophie, c'est précisément l'affectation du sens à une existence située par un homme situé lui-même et sa projection vers quelque chose. Et de ce point de vue, il y a philosophie, forcément, même si les autres, enfin, ce n'est pas les mêmes canons. Hein? Si ce n'est pas les mêmes canons, ce n'est pas qu'il y a pas philosophie en tant que recherche fondamentale du sens. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on peut dire que la querelle de l'ethnophilosophie est une querelle qui a été située. On peut penser qu'elle soit désormais hors de sens. Elle est hors de sens, pourquoi? Parce que si nous partons de la capacité de l'individu à s'interroger sur le constat d'être, sur la manière de l'être, d'être et de vivre, sur la nécessité pour cet être-là de connaître une expansion, une réalisation, de se donner des finalités. Il me semble qu'il n'y a plus de débat. Mais maintenant, reprendre ça et dire, bon, tel est philosophe, tel est ethnophilosophe, le danger qu'il y a eu dans le premier négatif, enfin, la première négation de la capacité de philosopher pour l'Africain, a créé un deuxième danger. Nous avons des philosophies et certains ont pu peut-être poser tel ou tel système de réflexion-là comme étant la philosophie, qui soit africaine, qui soit elle-même aussi indépassable. L'indépassabilité des uns, bon, il fallait la dépasser, mais pas en pensant qu'on a déjà sorti le système lui-même indépassable. Puisque la philosophie est nécessairement, on vient de le lire, émerge du contexte d'un homme avec des soucis fondamentalement différents à chaque tranche de l'histoire, mais qui sont innervés par une même finalité. Hein, les réflexions du philosophe, qu'il soit, n'est-ce pas, chinois, qu'il soit africain ou occidental, il me semble, c'est de donner le sens de la vie humaine, le sens de l'homme. Donc, les Africains n'auraient pas cette capacité au nom de quoi? Professeur, ça me permet de faire le lien avec les théories de la libération. Qu'est-ce que vous pensez de l'égyptologie, du panafricanisme, de l'afrocentrisme, du post-colonialisme, du décolonialisme, de l'afropolitanisme, de l'afro-radicalisme, tous ces afroïsmes que les théories de la libération ont accouchés. Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se situe dans l'univers de la philosophie et comment est-ce que le philosophe que vous êtes les appréhende? J'avoue que les néologismes
qui pleuvent, il faut le dire. Tous ces néologismes-là me laissent absolument perplexe. Non. Comme disaient les enfants à 37. Les enfants disent ça à 37. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que ce n'est pas tout simplement une affaire de terminologie. Il faudrait donc voir dans chaque système Le contenu. le contenu et surtout la place de l'homme et l'avenir de l'homme, le réel de l'homme et l'avenir de l'homme dans Existence et valeur. si l'égyptologie, il est bon que nous puissions nous ressourcer dans ce que nos ancêtres de l'Égypte antique ont fait. On peut y découvrir beaucoup de choses, et on y découvre d'ailleurs beaucoup de choses tout à fait positives. Ce qui ne nous amène pas à dire, bon, maintenant, retournons et n'exécutons que ça. Puisque c'était situé. C'était dans l'histoire, avec Les réalités les urgences de ce temps. du temps. Maintenant, nous, on a d'autres urgences. Est-ce que cela signifie qu'il faut donc nier? Bon, dans le cadre de la lutte idéologique qui est en cours, ceux qui ont nié dans l'Afrique, il n'y avait rien. Ça sert de ferment. Et même, on peut montrer à partir de là que, mais attendez, si vous ne savez pas, sachez donc il y a eu. Donc, laissez-nous ce négativisme absolu là, ou cette négation qu'il n'y a jamais rien eu. Bon, dans d'autres systèmes, bon, dans le conscientisme qui m'intéresse, je me suis un peu intéressé, il me semble que ce qu'il y a, c'est d'abord qu'il permet de prendre acte de la négativité des conditions existentielles qui sont là. Mais en fonction de la dialectique et de la nécessité de nier la négation, cette vision-là fait émerger précisément une volonté de transcender la négation, d'aller au-delà. Et donc de se recréer. C'est plus créateur, il me semble, sans qu'il faille, n'est-ce pas, formaliser la pensée en disant, bon, non, on ne peut transcender la négation actuelle qu'en entrant, par exemple, dans le système communiste ou dans le système... Non, reconnaissons la négation, transcendons ou cherchons à la transcender, mais en mettant en place quelque chose qui n'est pas la récupération, n'est-ce pas, mimétique. Professeur, dernière question. Comment philosopher lorsqu'on est captif? Qu'est-ce que vous pensez de tous ces courants renouvelés aujourd'hui de la pensée décoloniale, de ceux qui estiment que l'Afrique, avec les mouvements des indépendances, a raté le cap, le coche de sa véritable décolonisation, et que le débat de la décolonisation est plus actuel aujourd'hui qu'hier? Est-ce qu'on peut vraiment philosopher quand on est captif? Est-ce que vous estimez d'abord que nous sommes captifs? On est en tout cas interpellé pour voir, dans la situation antérieure où précisément la colonisation était là, quel était notre statut? Est-ce que nous avions le statut précisément de liberté, de transcendance, de rationalité, d'ouverture, de création de l'avenir? Ce n'est pas sûr. On ne l'avait pas. Bon, suffit-il que nous ayons changé de terme en devenant indépendants, donc ce n'est plus la colonie. On est maintenant indépendant. Suffit-il de dire qu'on est indépendant pour être sûr que les systèmes mis en place, à la fois en interne et dans leurs relations, dans leur rapport au système dominant, qui n'a pas renoncé à la volonté de domination. Est-ce qu'il est sûr que nous ayons donc récupéré ces attributs
qui nous était nié. Il n'est pas sûr. L'attribut de liberté, l'attribut de création libre de l'avenir, l'attribut de projection, l'attribut de maîtrise de la réalité. Quand on se projette, je ne suis pas sûr que tout cela soit effectivement mis en place déjà, même s'il y a à dire que beaucoup est fait. Donc, on ne peut pas tout nier, mais il ne faut pas se gargariser de mots. Il y a des conflits de termes qui ne renvoient pas à des conflits, enfin, à une réalité palpable. Ce qu'il y a, c'est que la réalité de la domination, on peut dire qu'elle perdure. Elle perdure. Le système se prémunit contre toute transformation qualitative. Et ça, je crois qu'on a beau ne pas le vouloir, mais Marcuse l'a clairement démontré. Hein, la réalité, à la fois, crée l'enfermement idéologique déjà, en se présentant comme étant la meilleure possible. Et en ce moment-là, une fois enfermé, l'individu, la société, c'est tout le système qui gère et redéploie cet enfermement et inscrit tous ceux qui ne sont pas à l'intérieur de l'enfermement dans cet enfermement-là. Et donc, moi, j'aime bien les collèges, j'aime bien les systèmes, mais ça ne m'enlève pas ce qui, pour moi, est essentiel pour la philosophie. Et c'est pour ça que le choix de existence et valeur a été fait pour dire qu'on aura beau donner des termes, on aura beau inventer les systèmes. 1, l'homme. 2, avec l'homme. 3, pour l'homme. 4, grâce aux valeurs. Merci infiniment, professeur, pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder pour discuter autour de cette importante publication en 4 tomes. Aujourd'hui, nous avons discuté sur existence et valeur, l'urgence de la philosophie. C'est le premier tome, existence et valeur, l'irrationnelle rationalité. C'était le deuxième tome. Nous discuterons la semaine prochaine, si le professeur en a convenance, sur les 2 derniers tomes. Merci infiniment, professeur. Votre mot de fin. Bon, le mot de fin est tout à fait simple. Qu'il est bon de philosopher. Parce que si on ne philosophe pas, il me semble qu'on n'a pas la grille qu'il faut pour le sens de l'existence, pour donner à l'existence toute la valeur qui est celle que porte l'homme dans sa propre essence. Donc il est bon de philosopher, qu'ils sont malheureux ceux qui ne philosophent pas. Qu'ils sont malheureux ceux qui ne philosophent pas. C'est sur ces mots du professeur Pius Ondoa, le maître, que nous clôturons cet échange. Wafrika TV vous remercie et vous dit à très prochainement pour une autre discussion autour d'un autre génie africain. Merci.